Et si une simple phrase murmurée par un enfant pouvait bouleverser la vie d'un homme puissant en une seule seconde. Les vents d'hiver hurlaient autour du vieil immeuble décrépit, faisant vibrer les vitres mal fixées et gémir les canalisations fatiguées. À l'intérieur, le froid n'était pas seulement une sensation, c'était une présence constante, invisible, qui s'installait dans les os et dans les pensées. Dans la cuisine étroite, éclairée par une ampoule jaunâtre suspendue au plafond, Mathis se tenait immobile. Ses pieds nus étaient posés sur le carrelage glacé, mais il ne semblait même plus le sentir. Il serrait contre lui un panier en osier vide, comme si ce simple objet représentait leur dernière défense contre le monde extérieur. Il n'avait que 9 ans, mais ses yeux portaient une gravité qui n'appartenait pas à l'enfance. Des traces de saleté marquaient ses joues, mêlées aux sillons laissés par des larmes séchées. Ses lèvres tremblaient légèrement. Il ne pleurait pas. Il avait appris à ne pas pleurer trop souvent. Mais la peur, elle, restait. En face de lui se trouvait un homme qui contrastait violemment avec le décor. Costume sombre parfaitement ajusté, manteau long en laine de qualité, chaussures impeccables. Antoine Delacroix. Un nom qui circulait dans les salles de conseil associé à des chiffres, des stratégies, des décisions importantes. Un homme habitué aux bureaux lumineux, aux réunions précises, aux agendas pleins. Et pourtant, là, dans cette cuisine froide, il paraissait étrangement déplacé. Le silence était lourd. Mathis observait chaque mouvement d'Antoine, chaque regard, chaque respiration. Il avait déjà vu des adultes entrer dans cet appartement. Le propriétaire, impatient de recevoir son loyer, des voisins curieux, des travailleurs sociaux pressés. Aucun ne restait longtemps, aucun ne repartait en laissant plus qu'il n'avait trouvé. Quand Antoine posa les yeux sur le petit garde-manger ouvert, Mathis sentit son cœur cogner plus fort. 2 miches de pain légèrement rassis, 3 paquets de biscuits à moitié entamés, un reste de soupe dans une casserole couverte. C'était tout. Pour Antoine, ces provisions semblaient dérisoires. Pour Mathis, elles représentaient des jours de survie. Alors il murmura, presque dans un souffle, « S'il vous plaît, ne prenez pas notre nourriture. Ma maman est malade. » Ces mots frappèrent Antoine avec une force inattendue. Derrière l'enfant, dans le salon à peine séparé par une cloison, Hélène était allongée sur un vieux canapé affaissé. Une couverture trop fine couvrait son corps frêle. Sa respiration était irrégulière, parfois sifflante. Chaque inspiration semblait lui coûter un effort immense. Une tasse de tisane froide reposait sur une table basse bancale, témoin d'un remède improvisé. L'odeur du bois brûlé flottait dans l'air. Un petit chauffage bricolé, assemblé avec des pièces récupérées, diffusait une chaleur fragile et inégale. L'appartement portait les marques d'années de difficulté. Peintures écaillées, meubles usés, rideaux décolorés par le temps. Antoine n'était pas entré ici avec l'intention de déranger. En traversant la Croix-Rousse, son ancien quartier à Lyon, il avait ralenti presque instinctivement. Les rues lui rappelaient son enfance. Une époque où sa propre famille comptait chaque pièce, où l'hiver signifiait couvrir les fenêtres avec des couvertures pour garder un peu de chaleur. Il avait réussi, il avait quitté ce monde. Il s'était construit une vie stable, confortable. Mais ces derniers temps, les questions de sa fille Manon le poursuivaient. « Papa, pourquoi certaines personnes dorment dehors? Pourquoi certains enfants n'ont pas assez à manger ?» Il n'avait jamais su répondre correctement. Et puis, il avait vu cette lumière vacillante au porche de l'immeuble. Un détail presque insignifiant. Pourtant, il s'était arrêté. À présent, face à Mathis, il comprenait que le fossé entre 2 mondes pouvait tenir dans une seule pièce. Mathis interpréta le silence d'Antoine comme une confirmation de ses peurs. Ses doigts se resserrèrent autour du panier vide. Il se plaça légèrement devant l'ouverture de la cuisine, comme pour protéger l'accès. Il n'avait pas peur pour lui. Il avait peur pour sa mère. Cette réalité frappa Antoine plus durement que n'importe quel discours. Cet enfant ne demandait pas de jouets, pas d'argent, pas de privilèges. Il demandait simplement qu'on ne leur enlève pas le peu qu'ils avaient. Antoine sentit une boule se former dans sa gorge. Il observa les fissures au mur, le carrelage usé, les mains tremblantes de l'enfant. Dans cette cuisine froide, quelque chose venait de se fissurer aussi en lui. Et il comprit que ce qu'il cherchait sans le savoir, ce n'était pas une réponse théorique aux questions de sa fille. C'était un acte capable de changer plus qu'une soirée d'hiver.
Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. Dans cette cuisine froide, quelque chose venait de se fissurer en lui. Et pour la première fois depuis longtemps, Antoine ne chercha pas à ignorer cette sensation. Il inspira profondément, comme s'il venait de remonter à la surface après une longue apnée. Le regard de Mathis était toujours fixé sur lui, méfiant, prêt à défendre ce qui restait. Derrière cette peur, Antoine percevait autre chose, une maturité forcée, celle d'un enfant qui avait appris trop tôt que le monde ne donnait rien sans prendre en retour. Antoine se redressa lentement, puis fit un geste simple, mais décisif. Il referma doucement la porte du garde-manger et poussa le panier vers Mathis. « Je ne prendrai rien, dit-il d'une voix calme. Je te le promets. » Mathis ne répondit pas. Il avait entendu des promesses avant, des promesses de dossiers étudiés, d'aides possibles, de retours qui ne venaient jamais. Antoine jeta un regard vers le salon. Hélène tentait de se redresser, s'appuyant faiblement sur son coude. Son visage était marqué par la fatigue, mais aussi par une dignité silencieuse. « Nous ne demandons pas la charité, » murmura-t-elle d'une voix presque inaudible. Ces mots frappèrent Antoine avec force. Il reconnut cette fierté. Il l'avait vue autrefois dans les yeux de son propre père, lorsqu'il refusait l'aide de voisins malgré les fins de mois difficiles. « Je ne vous propose pas la charité, » répondit Antoine. « Je propose un coup de main. Ça arrive à tout le monde d'avoir besoin d'aide. » Il sortit son téléphone instinctivement, prêt à appeler une ambulance, mais Hélène secoua légèrement la tête. « Pas d'hôpital. Nous avons déjà des dettes. » Cette phrase résumait tout. La maladie, la précarité, la peur des factures, plus que celle de la douleur. Antoine comprit alors que l'aide devait être immédiate et concrète. « Je reviens tout de suite, » dit-il simplement. Mathis se crispa. « Vous allez revenir ?» Antoine soutint son regard. « Oui. » Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit de nouveau. Antoine entra, chargé de plusieurs sacs. Il avait agi sans réfléchir, guidé par une urgence intérieure. Dans sa voiture, il gardait toujours des dossiers, un ordinateur, parfois des vêtements de sport. Mais ce soir-là, en traversant le quartier avant de s'arrêter, il avait aussi fait un détour rapide par une épicerie encore ouverte. Un geste impulsif, qui ne s'expliquait pas encore. Il posa les sacs sur la table. Des légumes frais, des fruits, du pain chaud encore emballé, du poulet rôti, des yaourts, des bouteilles d'eau, des médicaments de base contre la fièvre et la toux. Mathis resta immobile, comme si tout cela pouvait disparaître d'un instant à l'autre. « C'est pour nous » demanda-t-il doucement. « Oui, pour vous. » Antoine retira son manteau et retroussa légèrement ses manches. Il inspecta le petit chauffage bricolé dans un coin. Les fils étaient mal isolés. Le système dangereux. « Vous l'utilisez depuis combien de temps ?»« Depuis que le vrai chauffage est tombé en panne, » répondit Mathis. Le propriétaire a dit qu'il passerait, mais il n'est jamais venu. Antoine hoqua la tête. Il sortit une lampe torche de sa voiture et examina rapidement l'installation principale. Le problème semblait venir d'une pièce usée qu'il pouvait temporairement ajuster. Pendant qu'il bricolait, il parlait doucement à Mathis. « Tu vas à l'école ?» Le garçon hésita. « J'y allais. Mais ces derniers jours, je suis resté avec maman. Logique. Responsable. Trop responsable pour son âge. » Une heure plus tard, la chaleur commença enfin à se diffuser plus régulièrement dans la pièce. Rien de parfait, mais suffisant pour que l'air cesse d'être mordant. Antoine nettoya ensuite un coin de la table et prépara une assiette simple pour Mathis. Le garçon mangea lentement au début, comme pour économiser chaque bouchée. Puis, sentant que personne ne lui retirerait son repas, il laissa la faim prendre le dessus. Antoine observa la scène en silence. Une image traversa son esprit. Manon à table, repoussant parfois ses légumes avec caprice. Il sentit une pointe de culpabilité, mais aussi une compréhension nouvelle. Les inégalités n'étaient plus des statistiques dans un rapport annuel. Elles avaient un visage, celui d'un enfant aux pieds nus. Il apporta ensuite une soupe chaude à Hélène et l'aida à s'asseoir légèrement. Elle tremblait, mais ses yeux étaient plus clairs. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle faiblement. Antoine prit quelques secondes avant de répondre. « Parce que j'ai oublié d'où je viens et que je ne veux plus l'oublier. » Ce n'était pas toute la vérité, mais c'en était une partie essentielle. Au fond de lui, il comprenait que ce moment dépassait la simple générosité.
Depuis la mort de Sophie, il s'était réfugié dans le travail, accumulant les réunions, les contrats, les décisions. Il croyait être fort. En réalité, il fuyait. Ici, dans cet appartement fragile, il ne pouvait pas fuir. Mathis leva les yeux vers lui. « Vous allez revenir demain ?» Cette fois, Antoine ne répondit pas immédiatement. Il savait que chaque parole comptait. « Oui, et demain, je viendrai avec un médecin. On va s'assurer que ta maman reçoive les soins qu'il lui faut et on trouvera une solution pour le chauffage, définitivement. » Mathis ne sourit pas tout de suite, mais quelque chose changea dans son regard. La peur n'avait pas disparu. Elle avait simplement laissé un peu de place à autre chose, peut-être à l'espoir. Et Antoine sentit au plus profond de lui que ce qu'il venait de commencer ne s'arrêterait pas à cette soirée. Il resta encore quelques minutes, observant la pièce désormais légèrement réchauffée. Le silence n'était plus le même. Il n'était plus chargé de peur, mais d'une attente fragile. Hélène s'était rendormie, la respiration un peu plus stable. Mathis, lui, rangeait soigneusement les sacs de nourriture comme s'il organisait un trésor. « Je reviendrai tôt demain matin », répéta Antoine d'une voix posée. « Avec un médecin. D'accord ?» Mathis hocha la tête. Cette fois, il semblait vouloir croire à ses mots. Avant de partir, Antoine sortit une carte de visite de sa poche. Il hésita une seconde, puis écrivit son numéro personnel au dos. « Si quelque chose ne va pas cette nuit, tu m'appelles, à n'importe quelle heure. » Le garçon prit la carte avec précaution, comme si elle était fragile. Même la nuit ? Même la nuit. En descendant l'escalier étroit de l'immeuble, Antoine sentit le froid l'envelopper de nouveau. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Il monta dans sa voiture sans démarrer tout de suite. Ses mains restèrent posées sur le volant. Il pensa à Sophie. Il se rappela les soirées d'hiver où il parlait de leurs projets, de la vie qu'il voulait offrir à Manon. Sophie croyait profondément que la réussite n'avait de sens que si elle servait à quelque chose de plus grand que soi. Après sa mort, Antoine avait continué à réussir, mais sans vraiment servir. Ce soir-là, il comprit que la douleur qu'il portait depuis 2 ans n'avait pas seulement besoin de temps, elle avait besoin d'action. Le lendemain matin, fidèle à sa parole, il revint, avec un médecin de confiance discret et humain. Hélène souffrait d'une infection pulmonaire aggravée par le froid et la fatigue. Rien d'irréversible, mais dangereux si laissé sans soin. Antoine prit en charge les médicaments, les consultations, et s'assura qu'un suivi régulier soit mis en place. Il contacta également un technicien pour réparer définitivement le chauffage. Cette fois, pas de solution temporaire. Une installation sûre et durable. Les jours suivants, il organisa des livraisons hebdomadaires de courses. Il parla avec la direction de l'école de Mathis pour faciliter son retour en classe. Il ne fit rien d'extravagant. Il fit simplement ce qui était nécessaire. Mais le plus grand changement ne fut pas matériel. Un soir, quelques semaines plus tard, Mathis ouvrit la porte avant même qu'Antoine ne frappe. Il portait un pull chaud un peu trop grand pour lui, mais son visage avait changé. Il y avait de la couleur dans ses joues, de la lumière dans ses yeux. « Maman va mieux », annonça-t-il avec un sourire qu'il n'avait jamais montré auparavant. À l'intérieur, Hélène était assise à la table, encore fragile, mais debout. Elle regarda Antoine avec une gratitude silencieuse. « Vous nous avez donné plus que de l'aide, » dit-elle doucement. « Vous nous avez rendu notre dignité. » Antoine secoua la tête. « Non, vous ne l'avez jamais perdue. » Il comprit alors que cette rencontre ne réparait pas seulement une famille, elle réparait aussi une partie de lui-même. Manon vint bientôt avec lui lors de certaines visites. Elle jouait avec Mathis, partageait ses livres, riait dans ce même salon qui, quelques semaines plus tôt, n'abritait que l'inquiétude. 2 familles brisées, chacune à leur manière, avaient trouvé un équilibre inattendu. Un soir, en quittant l'appartement, Mathis courut vers Antoine et l'enlaça avec force. Ce n'est plus l'étreinte désespérée d'un enfant effrayé, c'était celle d'un garçon qui se sentait en sécurité. Antoine sentit ses yeux se remplir de larmes. Pas de tristesse, pas de culpabilité, mais de gratitude. Il comprit une vérité simple. La réussite ne se mesure pas uniquement en chiffres, en contrats ou en titres. Elle se mesure dans la capacité à tendre la main quand quelqu'un en a besoin. Parfois, il suffit d'un arrêt imprévu dans une oubliée, d'une porte franchie, d'une promesse tenue. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour liker, commenter, partager et vous abonner.
Votre soutien permet de diffuser des messages d'espoir et de rappeler que la compassion existe encore. La leçon est simple, mais puissante. Nous ne pouvons pas changer le monde entier en un jour, mais nous pouvons changer le monde de quelqu'un aujourd'hui. Et parfois, en aidant les autres à se relever, c'est nous-mêmes que nous sauvons.